Je vais laisser le mot de la fin à Monsieur Denis Turriot, qui est maire de Nevers, président de Nevers Agglomération, mais également coprésident du réseau des villes cathédrales de France. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de parler vite, mais pas trop quand même, parce qu'avec l'écho, il faut rester audible. Je voulais surtout, parce qu'effectivement, ça n'est jamais facile de conclure ce qui n'est qu'un début, puisque c'est la première conférence cathédrale, mais je voulais remercier évidemment Pascal Jacob et tous les membres de l'association Restaurant Notre-Dame, ainsi que Madeleine Rousset-Charpenay de Cobati, dont l'action est aussi de bâtir, et qui ont choisi la ville de Nevers pour cette première conférence. Je voulais saluer la présence du conservateur en chef du patrimoine, Jonathan Truyet, l'architecte des bâtiments de France de la Nièvre, Marc Louaille. Merci également à Monseigneur Thierry Braque de la Perrière de nous accueillir dans cette superbe cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julite. Et puis, toutes et tous qui êtes présents, je reprendrai en début de mes propos une phrase d'Émile Malle, qui était donc un spécialiste chrétien médiéval, de l'art chrétien médiéval et membre de l'Académie française, et qui disait ceci: la cathédrale, comme la plaine, comme la forêt dont on vient de parler, a son atmosphère, son parfum, sa lumière, son clair-obscur, qui va de plus en plus évoluer, d'où des propos que je vais faire le plus bref possible, et puis ses ombres. Et je pense que ça résume beaucoup de choses dans ce qui a sûrement été dit pendant cet après-midi. J'espère que vous avez passé un agréable moment ici, et puis que chaque intervenant a pu mettre en valeur un certain nombre de choses, et y compris des métiers souvent d'excellence qui parfois risquent de disparaître si on ne prend pas garde à la transmission, notamment par le compagnonnage, comme ça a été rappelé. Je voulais aussi mettre en valeur le fait que d'avoir choisi Nevers dans cette cathédrale atypique n'est pas anodin par rapport à la restauration de Notre-Dame de Paris. Parce que beaucoup d'édifices, et notamment religieux malheureusement, ont subi parfois les affres du temps et se sont donc tendus vers une certaine modernité parfois. Mais évidemment, il y a un symbole dans une cathédrale qui a aussi été détruite pour d'autres raisons. Plusieurs fois, ça a été rappelé par des incendies, on en voit encore parfois la trace, mais également par des bombardements en 1944 pour la libération de Nevers. Les Alliés s'étant un peu trompés de cible, ou en tout cas ont fait un bombardement approximatif de la gare. Et donc, on peut le retrouver sur un certain nombre de photographies, la nef, les chevets furent détruits et donc ont été reconstruits également à l'identique avec des techniques forcément plus modernes, de nouvelles charpentes en chêne, prélevées d'ailleurs dans des forêts locales, et je m'adresse aussi à mon collègue Jean-Pierre Château, sûrement dans les Bertranges. Donc finalement, Notre-Dame de Paris, comme notre cathédrale ici, sera reconstruite à partir des bois de France et notamment de Nièvre. Didier Verlin a parlé demain matin de l'inauguration de la futée Notre-Dame à quelques kilomètres d'ici. Et puis, je crois que c'est Pascal Jacob qui cite souvent le temps des cathédrales et le temps des forêts. On a parlé aussi du temps des hommes, mais finalement, tout se lie et tout est lié. En tout cas, ce qui est important pour notre département, c'est que la filière bois prenne tout son sens, et notamment dans le lieu le plus visité ou un des lieux les plus visités de France. Il y a donc une similitude de destin. Je voulais rappeler les propos du président de la République qui a dit, en s'engageant à ce que cette cathédrale soit rendue à la fois au culte et aux visites en 2024, que nous sommes un peuple de bâtisseurs. Et je le crois, chacun à son niveau. Notre cathédrale, ça a été rappelé, possède deux chœurs, un chœur gothique plutôt qui s'est adossé au chœur roman, suite à la juxtaposition d'édifices successifs. Et on retrouve des traces entre le 5e, 6e siècle jusqu'aux dernières constructions au 16e siècle. Donc c'est ce qu'on peut contempler. Et puis surtout, quelque part, on se tourne vers une modernité de par les vitraux qui émanent des principaux artistes internationaux lorsqu'ils avaient été commandés. L'installation a été terminée en 2011, 130 baies, plus de 1000 m² de verrières, avec ces artistes, encore une fois, de renommée internationale. Et Nevers s'est donc tourné vers l'avenir, la cathédrale s'est tournée aussi vers l'avenir. C'est finalement une forme de modernité qui doit s'inscrire dans l'éternité. Reprendre aussi ces mots pour parler de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, qui disait que c'était un prodige du gigantesque et du délicat.
et on l'a vu sur des sculptures de pierre qui ont été mises en avant tout à l'heure. Et donc cet acte de bâtir, on le retrouve, je l'ai dit tout à l'heure, dans Cobati, dans la volonté de restaurer Notre-Dame de Paris. Et je voulais dire un mot du réseau des villes cathédrales de France, que j'ai l'honneur de coprésider avec Caroline Cailleux, qui est la maire de Beauvais, autre ville cathédrale remarquable, avec ce réseau qui a vocation de rassembler les 188 villes dotées d'une cathédrale en France et puis leurs partenaires. C'est une façon d'échanger. D'ailleurs, Pascal Jacob le sait, il sera l'un des invités, peut-être l'invité de la prochaine réunion. On avait mis ça un peu entre parenthèses pour les raisons que vous savez. Et je souhaiterais mettre en avant toutes les initiatives qui ont été prises depuis la Nièvre pour contribuer à la restauration de Notre-Dame de Paris. Et donc ça nous permet de réfléchir sur la sécurisation, sur les problèmes aussi de travaux et les risques que cela engendre. J'ai d'ailleurs été, en ma qualité de coprésident des villes cathédrales de France, auditionné par l'Assemblée nationale suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Voir comment aussi on peut se servir de ces édifices en les respectant, parfois de façon sportive. Nous avons la verticale de la cathédrale dans la tour qui va sans doute reprendre, comment on peut s'en servir aussi en termes de mapping, de mise en avant justement de l'édifice, et tout cela souvent par la Fondation du patrimoine. Et je voulais remercier, il y en a peut-être parmi vous, des partenaires privés qui aident justement à la restauration des cathédrales. On met en moyenne, l'État met pour ces 88 cathédrales, parce que c'est ce dont dispose l'État en propriété, à peu près 40 millions d'euros par an, ce qui représente 500 000 euros si on divise par le nombre d'édifices. Vous voyez que ce n'est pas beaucoup. Évidemment, il y a des cathédrales mieux dotées. La nôtre, c'est le cas, et notamment grâce aussi au plan de relance qui va continuer à être particulièrement bien entretenu. Donc merci aux entreprises locales. J'avais aussi proposé au président de la République qu'on se serve, puisqu'on disait qu'il y avait des dons supérieurs au coût des travaux, de ces fonds pour la formation. Et donc cela a permis en tout cas de former des compétences particulières par la loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc le mécénat culturel est important pour ces bâtiments et je me permets aussi de renouveler cet appel. Alors je pourrais être beaucoup plus long, mais j'ai bien compris qu'il fallait que je fasse court, puisqu'on va tous se retrouver après au musée de la faïence et des Beaux-Arts Frédéric Blandin, non loin d'ici. Je disais tout à l'heure que nous sommes un peuple de bâtisseurs, on œuvre chacun dans notre domaine, et donc il est important de mettre en avant toutes les actions qui vont contribuer à rénover cette cathédrale majeure de notre pays, Notre-Dame de Paris. Et je terminerai par les propos de Charles Péguy, qui raconte cette petite histoire en voyant trois tailleurs de pierre sur un chantier. Et quelqu'un passant par là leur demande ce qu'ils font. « Je taille des pierres », soupire le premier. « Je construis un mur », répond le second. « Et je bâtis une cathédrale », s'exclame le troisième. Vous voyez que la façon de voir les choses est essentielle dans la vie, mais je ne vous apprendrai certainement rien. J'adresse toutes mes félicitations à Monseigneur Braque de la Perrière, parce que parler avec de l'écho, je n'en ai pas l'habitude, et c'est sûrement quelque chose qui n'est pas simple. Merci de votre écoute. Merci.